et bienvenue à cette série de tables rondes virtuelles leaders à l'ère du numérique. Cette série-là, je l'ai réfléchie l'année dernière avec mon collègue et ami Marius Bourgeois pour alimenter votre réflexion et créer un mouvement vers l'atteinte de vos objectifs professionnels et organisationnels. Parce que pour plusieurs au Québec, les centres de services scolaires ont réalisé leur plan d'engagement vers la réussite, les écoles ont réalisé leur projet éducatif. Pour d'autres milieux à l'extérieur du Québec, vous avez fait votre plan stratégique. Et donc, dans le premier webinaire qu'on a organisé l'année dernière, Leader à l'ère du numérique, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça prend pour que ça marche en 2024? Dans l'édition suivante, on s'est intéressé aux questions à se poser pour réussir en 2024. Et Marius a même réalisé un entretien extraordinaire avec Marie-Claude Asselin, qui est directrice générale du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries pour revoir ces sessions, parce que je vous invite vraiment à aller revoir Leader à l'ère du numérique, un sport d'équipe co-animé avec mon collègue Marius Bourgeois. On vous partage les liens dans le clavardage. Cette année, j'ai entendu le besoin d'adresser quatre grands enjeux qui sont partagés partout dans le réseau. Pour les adresser, j'ai chaque fois sélectionné et invité cinq invités spéciaux pour vous inspirer particulièrement. Et j'ai planifié les échanges avec eux pour vous outiller. Parce que la force de l'école branchée en tant que média de l'information positive sur l'enseignement à l'ère du numérique, je dirais que notre force, c'est de mutualiser l'expertise du réseau, mais également les ressources. Fait qu'ensemble, on a créé une trousse sur chacun des thèmes de la série. Et on souhaite aussi vous donner envie de vous connecter avec nous pour créer un mouvement dans votre milieu vers l'atteinte de vos objectifs, pour relever les défis que vous vivez actuellement, puis aussi saisir toutes les occasions qui vont se présenter pour relever ces défis-là. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet crucial, l'évaluation. Je vous présente mon collaborateur Maxime Pelchat du Cadre 21, qui offre des occasions d'auto-formation aux enseignants passionnés et qui valorise la culture de développement professionnel en accordant entre autres des badges numériques de formation continue. Maxime Pelchat, bonjour, bienvenue. Salut Stéphanie, je suis vraiment content d'être avec toi ce midi. Merci d'être là. Et là, est-ce que tu es prêt à mettre le feu dans le clavardage avec les participants aujourd'hui? Effectivement, comme tu vois, j'ai mis mon casque d'écoute là, avec le micro. J'ai l'impression d'être sur la passerelle en ce moment, là, comme dans un match de hockey. Fait que ça va me faire un grand plaisir de t'appuyer dans cette démarche-là et d'interagir avec tous les participants et participantes qui sont avec nous, là, qui ne cessent de grandir le nombre depuis tout à l'heure. Donc, il y aura effectivement une grande discussion à l'écran avec toi que tu vas animer, mais il y aura aussi des échanges que je devine très riches dans le clavardage. Ça va me faire plaisir de jeter un œil très, très, très attentif là-dessus, de rebondir sur des choses, puis justement d'animer peut-être des discussions qu'on pourrait dire parallèles, mais tout aussi cohérentes avec le thème d'aujourd'hui. Tout ça dans le clavardage. Fait que j'incite tout le monde à être très actif. Puis pourquoi pas commencer par vous présenter qui êtes-vous, d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous vous branchez, dans le fond, avec nous ce midi. Donc, je vous incite à le faire directement dans le clavardage dès maintenant. Merci, Maxime. Alors oui, faites du feu dans le clavardage. Sans plus attendre, je vous présente nos invités spéciaux. Je leur ai demandé, OK, on me l'a rappelé tantôt, à la dernière minute, de se préparer une phrase ou encore un mantra qui est au cœur de leur pratique ou de leur approche en évaluation. Fait que donc, je leur demande à tour de rôle de ouvrir caméra et micro lorsque je les présente pour vous dire déjà en partant c'est quoi leur phrase ou ce mantra. Mon premier invité, il a été enseignant de français et directeur. Il est aujourd'hui auteur, coach et conférencier reconnu dans le milieu de l'éducation. J'ai eu la chance de le recevoir en rendez-vous pédagogique à Claire en 2018. Mon ami Marius Bourgeois. Hey, bonjour, comment ça va, les amis? Ça va bien, content que tu sois là. Ben, moi aussi, merci de l'invitation. C'est de toute beauté. Ça fait Fait que là, plaisir.
donne ma petite phrase, c'est tout ça? Ouais, ton mantra, celle qui nous donne la vision que tu as au cœur de toi ou dans tes actions finalement sur l'évaluation. Yes. On n'enseigne pas pour faire des bulletins. Hmm. On enseigne pour le 25%. J'expliquerai ça plus tard. Mais ça, c'est mon mantra. On n'enseigne pas pour faire des bulletins. On enseigne pour le 25%. J'adore. Et ça pique ma curiosité. J'imagine que je suis pas la seule à être curieuse en Ouais. ce moment. Ma prochaine invitée, elle est professeure en didactique et orthopédagogie des mathématiques à l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis. Elle m'a séduite par son éloquence et sa posture sur les approches évaluatives. J'ai nommé Mélanie Tremblay. Allô tout le monde! Salut Mélanie. Quelle est ta phrase ou ton mantra? Alors, moi, j'y vais de façon métaphorique pour ceux qui me connaissent bien. Donc, je dirais, l'évaluateur novice cherche la lumière des phares, tandis que l'évaluateur avisé lit les étoiles et les courants pour guider chacun vers son propre port. Wow, j'aime ça, ça part fort, ça part fort. J'enchaîne avec mon prochain invité. Il est enseignant des mathématiques et conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Il fait partie des initiateurs de l'évaluation dont vous êtes le héros et le master administrateur du groupe Évaluchange sur Facebook. J'ai nommé Jocelyn Dagenet. Bonjour Stéphanie. Salut! Et Salut! toi, tu t'es fait un T-shirt avec ton Ouais, nom. ça date d'un créaca, là, ouais, on le voit pas au complet, mais bon, l'évaluation, j'ai utilisé un petit logo qu'on se rappelle d'une certaine époque, donc l'évaluation, il faut que ça change maintenant. Il y en a deux copies, Pierre-Olivier Cloutier a l'autre copie. C'était pour un créaca en bonne aventure avant la pandémie, si on Je se m'en rappelle bien. souviens, le dernier événement de l'école branchée avant que la pandémie nous frappe. Merci Ouais, d'être là, Jocelyn. merci. Je Veux mon poursuis. Attends, tu veux-tu mon mantra? C'est parce que c'est pas mon Ah, je chandail. pensais que c'était ça. Vas-y donc. Ouais, moi j'en ai. En fait, je fais jamais les choses à moitié, donc j'ai deux petites phrases. J'en ai deux. Je suis surprise. Alors, il y en a une, elle est facile. Évaluer, ce n'est pas seulement corriger. Et l'autre, c'est une question pour les profs et tout le monde. Alors, surtout pour les profs qui travaillent avec les élèves, alors, est-ce que la façon dont vous évaluez vos élèves vous donne le meilleur portrait? C'est ma question fétiche. Mhm. Mhm. Je laisse décanter la réflexion qui a émergé en chacun de nous et j'enchaîne avec ma prochaine invitée. Elle a été et sera toujours enseignante de français, une mordue des formations Créacan. Elle fait aussi partie de l'équipe de l'évaluation dont vous êtes le héros. Elle est aujourd'hui conseillère pédagogique et coordonnatrice de la formation à l'école branchée, ma collègue Laurie Couture. Bonjour tout le monde, bon midi. Salut, merci d'être là. Laurie, je suis curieuse de t'entendre sur ton mantra en évaluation. Écoute, un peu comme plusieurs choses dans la vie, l'évaluation, dans le contexte de l'évaluation, toute bonne action va être précédée d'une bonne réflexion. I love it. Merci, Laurie. Et nous serons maintenant complets avec notre prochaine invitée, orthopédagogue de formation. Elle vient de se spécialiser en orthodidactique des mathématiques et elle a une solide expertise avec les élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Elle est conseillère pédagogique au récit de l'enseignement privé. Geneviève Dupuis. Salut Geneviève! Bonjour tout le monde, super contente d'être avec vous ce midi. Ben, ça met, en fait, la description que tu as donnée, ça met la table un peu à la phrase que moi j'ai trouvée, qui me parle vraiment beaucoup. Puis c'est un enfant devrait être considéré pour ce qu'il sait et non ce qu'il ne sait pas. Hmm. Et qui il est? Qui l'est. Voilà. Définitivement. Hey, merci d'avoir mis la table en vous présentant comme ça sur
ce qui vous inspire au travers des pratiques d'évaluation. Quand je vous ai invité, je vous ai partagé deux grandes questions qui étaient au cœur de l'échange qu'on a aujourd'hui. La première question, c'est comment concilier évaluation et progression? J'ai envie de commencer avec toi, Geneviève, parce que quand on pense à la progression, il faut s'intéresser au rôle de l'élève dans ses apprentissages, à son fonctionnement, à où est-ce qu'il en est. Fait que Geneviève, comment, tu sais, à quoi est-ce qu'on doit s'intéresser ou qu'est-ce qu'on doit en savoir ou en comprendre? Mais c'est sûr que là, tu sais, quand on évalue, il y a un enfant au début de la chaîne d'opération, en fait. Puis j'ai envie de dire qu'il y a un cerveau aussi au bout de cette chaîne-là. Puis c'est toute l'attention qu'on va laisser à cet enfant-là. Comment on va lui permettre d'apprendre? Comment on va lui donner les ressources d'apprendre? Puis, tu sais, je pensais à mes affaires. Puis effectivement, les élèves qui ont des besoins particuliers sont comme chanceux en bout de ligne parce qu'eux, ils ont une panoplie de stratégies, d'études, de travail qui, en cours des années, tu sais, ils vont développer des moyens efficaces, mais je me dis, tu sais, peut-être qu'on pourrait offrir ça à tout le monde aussi dès le départ. Tu sais, leur J'adore ce enseigner que des tu dis. stratégies d'études, oui. Mais j'adore ce que tu dis, Geneviève, parce que c'est au cœur de l'éducation inclusive. C'est vraiment important. C'est beau que tu le nommes d'entrée de jeu dans nos échanges. Je te laisse poursuivre Mais dans ta non, c'est correct. lancée. Mais, puis en fait, de le faire à tout le monde, ben ça dégage du temps en quelque part. Fait que nos élèves, là, ils ont besoin de savoir comment ça fonctionne dans leur tête. Ils ont besoin qu'on leur montre comment ça marche, comment retenir, comment apprendre, comment écouter, comment les classer, tout ça dans leur tête pour que, quand on va les évaluer, ils soient capables d'aller chercher. Fait que je pense que pour progresser, il faut qu'on leur dise comment ça fonctionne, tu sais, leur enseigner de manière efficace au départ. Il faut qu'on leur laisse du temps d'apprendre aussi. Il faut qu'on leur laisse le temps de devenir compétents, leur laisse le temps d'apprendre. On peut questionner, il faut les engager là-dedans aussi, il faut qu'ils se connaissent comme apprenants. Fait que petit à petit, on va bâtir en eux la capacité à être évalués puis à recevoir la rétroaction. Là, je sais qu'on va certainement parler de rétroaction, là, surprise! Mais ben, il faut préparer l'enfant, il faut préparer l'élève, il faut préparer l'apprenant à accepter puis à comprendre cette rétro-là. Puis quoi faire avec ça? T'sais? Quel type de rétroaction il faut donner? Comment on va la donner? Quand la donner? Il y a plein de choses à penser en évaluation, mais il faut jamais oublier que l'élève est là. Puis c'est pour lui qu'on est là, c'est pas pour nous, c'est pour sa progression, puis c'est lui, tranquillement, pas vite, qui va faire son petit chemin à travers ça, puis il va nous démontrer ce qu'il est capable de faire. Puis souvent, ils en savent tellement, puis nous, on n'a peut-être pas choisi la question à laquelle ils ont pris le temps d'étudier. Fait que des fois, c'est important de peut-être sortir du cadre, aller chercher tout ce qu'ils savent pour aller les outiller, puis les aider. Puis, fait que l'élève, le cerveau aussi, là, leur enseigner comment ça marche dans leur tête, là. Ils ont du contrôle là-dessus, ils sont pas tout seuls. Fait que ça, c'est le fun aussi. Oui, les aider à classer ce qu'ils viennent d'apprendre, à le rendre visible. On dirait que je vois Laurie Couture enseigner le croquis-notes pour nous permettre de voir où est-ce qu'ils en sont, c'est quoi les liens qu'ils font entre tous les concepts et nous permettre de justement les aider à progresser au travers de ça. Tu sais, tu as parlé les aider à comprendre le fonctionnement de leur cerveau. Par où tu commences? Je sais qu'on va avoir un bloc où on va parler davantage de stratégie, mais j'ai envie de savoir comment toi, tu vis ça ou tu vois ça, aider les jeunes à comprendre le fonctionnement de leur cerveau assez simplement. Ben, tu sais, au départ, on va leur expliquer. Moi, j'aime bien, là, je suis une petite fanatique des fonctions exécutives, fait que j'aime bien leur expliquer là, les 5 fonctions exécutives de base. Puis on va mettre beaucoup d'emphase après sur la mémoire de travail. Fait que les élèves, quand ils savent ils ont un petit piton on pour s'activer, ils ont un filtre pour s'inhiber, ils savent que leurs émotions vont être acceptées dans la classe, ça aussi, c'est important à vivre l'émotion. Ben, à un moment donné, quand on est rendu à évaluer, ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre. Puis là, en fait, c'est où on l'a placé dans leur tête. Fait que tout ce qui a la mémoire de travail peut nous aider à faire, comme je disais tantôt, classer l'information pour être capable d'aller le récupérer. Puis c'est de faire des exercices super explicites. Puis des fois, c'est à l'extérieur même de la nature ou du contenu pédagogique. Tu sais, souvent en orthopédagogie, c'est ça, hein? On sort les élèves, puis on va un peu champ gauche, puis on leur fait faire des activités. Fait que c'est juste d'aller
apprendre des choses super vite, puis se donner un code, le nombre de chansons qu'on fait, le nombre de trucs mnémotechniques. Là, mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Là. Ah, Pluton planète, on choisira aujourd'hui où est-ce qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Mais c'est toutes des choses qui nous restent en tête, mais on s'en souvient. Puis Oui. qu'il faut l'enseigner aux élèves, ça, puis ça marche. Puis l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est faut questionner l'élève pour que lui se questionne. Parce que c'est pas tous les trucs qui sont bons pour tout le monde. Mais est-ce qu'on laisse la place à l'élève de dire, toi, qu'est-ce que tu as essayé? Est-ce que ça a fonctionné? Pourquoi? Hey, on le réessaye-tu? On le réessaye pas, celui-là, on le tasse, on l'a assez essayé, on va en prendre un autre. Hey, pourquoi? Mais ce type de questions-là, on le pose pas assez souvent pour nos élèves, puis c'est avec ça qu'ils vont progresser. Il faut qu'on se connaisse pour avancer. Connaître, puis aussi s'enlever de la tête toutes les pensées limitantes Mais face à oui, nos capacités. Ah, si je suis pas en mesure de répondre à ça, c'est parce que je suis pas bon. Ah, ben si non. on me demande de venir en orthopédagogie, c'est parce que je dois être vraiment nulle. C'est le genre de pensée Ben qui oui. mais qui est destructrice au travers d'un chemin où on veut voir la progression se tracer. Merci tellement, Ben, ça Geneviève, fait d'avoir mis plaisir. la table avec le rôle de l'élève, le fonctionnement de son cerveau, comment on peut l'aider justement à trouver ce qui fonctionne efficacement pour lui. Parce qu'effectivement, les as, les adultes signifiants, nos as en classe, ont un rôle à jouer. Puis moi, je vais même dire, parce que les as, c'est mon collègue Stéphane Paradis qui utilise cette expression-là. Moi, je dis plutôt nos rockstars édues en classe apprennent à découvrir justement ou à faire découvrir aux élèves comment ils peuvent y arriver. Maintenant, j'ai envie de me diriger vers ma collègue Laurie Couture parce que, il y a une certaine organisation à mettre en place, une dynamique à créer où est-ce qu'il faut nommer à l'élève les attendus, vers où on s'en va. Il faut qu'il comprenne ce qu'on veut faire aussi. J'ai envie de t'entendre pour placer ces gros morceaux, ces grands morceaux-là avec des élèves. Écoute, je vais essayer de le faire de façon optimale dans le peu de temps qu'on peut avoir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour que ça se passe. Comme Mélanie, pas Mélanie, mais Geneviève, elle disait tantôt, tu sais, on veut que l'élève se comprenne comme apprenant. On veut qu'il soit capable de se dire, hey, moi, j'ai compris ça, fait que je suis capable de prendre un pas de plus, ou bien, hey, j'ai eu de la difficulté avec ça, donc je dois faire un pas de côté et demander de l'aide. Donc, on veut qu'il se connaisse comme apprenant. Mais tu sais, il y a une dynamique, il y a une organisation à créer autour de ça. Puis, il faut que l'élève, en plus de comprendre comment il est comme apprenant, il faut aussi qu'il comprenne les attentes pour savoir s'il a progressé ou pas, s'il a progressé, à quel niveau il a progressé. Donc, il y a toute une question autour de ça, du savoir-être puis du savoir-faire de l'élève. De comme élève, moi, mon rôle, c'est quoi? Est-ce que c'est de m'impliquer? Est-ce que c'est d'attendre qu'on vienne vers moi? Est-ce que c'est de poser des questions ou d'attendre les réponses? Est-ce que je dois collaborer? Donc, quel comportement qu'on doit mettre en place, qu'on doit enseigner à nos élèves pour que, comme Jocelyn a posé la question tantôt, on ait un portrait fidèle quand on décide de prendre une trace d'apprentissage, hein, parce que il y a toujours ça euh, derrière notre fameuse évaluation, les fameuses traces d'apprentissage. On évalue des compétences. Ce qui veut dire que maintenant, le processus d'apprentissage, donc la fameuse progression, a autant, sinon plus d'importance que la finalité. Avant, le fameux avant, l'évaluation qui n'était pas au service de l'apprentissage, le traditionnel, la façon qu'on l'appelle, peu importe, on se fiait sur la finalité en se disant que le processus devait être correct si la finalité était correcte. Maintenant, on met l'accent sur chaque petit pas, puis on se dit que chaque petit pas peut valoir de la progression et que l'évaluation devrait être au service de cette progression-là. Mais ces petits pas-là font référence davantage au savoir-faire de l'élève. Qu'est-ce que l'élève va me démontrer? Qu'est-ce que je vais créer comme séquence pour que l'élève me le démontre? Puis là, tout est la question tantôt que tu parlais de l'autonomie. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il progresse de façon autonome? Oui, Qu'est-ce que je laisse à l'élève? Puis qu'est-ce qui m'appartient à moi comme enseignant? Donc, oui, on parlait tantôt de la rétroaction, de la prise de trace, mais l'élève, lui, sur son chemin, qu'est-ce que c'est la progression pour lui? Est-ce que c'est une fameuse note? Tu sais, la dernière fois, tu as eu 70, sinon ça va vers 75 ou on parle davantage en termes de savoir, on parle de connaissances, de compétences. Pour que ça,
le langage soit commun et clair de part et d'autre, par les élèves et par l'enseignant. Je vais y aller avec quelque chose de très... Oui, Oui, vas-y. j'ai envie de t'entendre sur justement le langage à utiliser qui va installer cette dynamique-là pour que l'élève comprenne son rôle, pour que l'enseignant puisse l'influencer positivement, puis que tout ça se soit compris. C'est quoi les mots, les choses qu'on doit se dire davantage? Je pense que ça passe par l'enseignement des critères observables ou l'enseignement des comportements observables des élèves pour qu'on soit capable de l'aider à comprendre cette fameuse progression, puis comme Geneviève l'expliquait, qu'il soit capable, lui, de s'auto-réguler comme ça. Hey, la dernière fois, Madame Geneviève a dit que quand j'ai appliqué ces manipulations syntaxiques-là, ça voulait dire que j'avais compris le phénomène grammatical qu'on a analysé. Ça veut dire que si la prochaine fois, j'applique encore les mêmes manipulations syntaxiques dans une situation semblable. Je suis prof de français, hein, on l'a dit tantôt, on ne me sortira jamais de ça. Je donne des exemples en français, comme ça, je suis sûre de ne pas avoir l'air niaiseuse si je donne des exemples dans une autre matière. Donc, si j'applique les mêmes situations, la même manipulation syntaxique dans une autre situation semblable, donc je démontre ma compétence à résoudre ce problème grammatical-là, ben, je vais démontrer une progression, je vais démontrer ma compétence, puis là, ben, moi, je me fie que Madame Geneviève va prendre une trace qui va faire en sorte qu'on note cette progression-là. Donc, c'est de créer cette dynamique-là où est-ce que l'élève, oui, peut être autonome, soit avec des plans de travail, avec des situations comme ça, puis jusqu'à où l'enseignant, c'est quoi le rôle de chacun? Le savoir-être, les savoir-faire qui sont nécessaires. Puis là, ben, je trouve ça le fun parce que je sais que Marius, lui, il parle beaucoup de cet effet enseignant-là. Donc, je pense que ça va faire un beau sujet pour poursuivre ça. Fait que c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour que ça se vive, cette fameuse évaluation-là. Puis pour faire le lien avec mon mantra, c'est que tu peux pas décider de faire ça 5 minutes avant. Tu peux pas dire, oh mon Dieu, l'élève vient de me démontrer une belle progression. Vite, 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 je vais chercher mon cahier, je prends une note et je vais utiliser cette trace sur le bulletin. Parce que oui, il faut que j'en fasse un bulletin. Il y en a des bulletins. Ça fait partie des éléments qu'on peut pas enlever aujourd'hui, là. Non. Toute bonne action est précédée d'une bonne réflexion. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que l'élève me montre qu'il a progressé? Puis moi, comme enseignant, qu'est-ce que je vais faire pour prendre une trace de ça? Donc, on ne peut pas Donc, juste réagir à ce que l'élève fait, il faut aussi planifier et être en amont. Fait que moi, c'est pas mal mon grain de sel là, pour fait que poursuivre sur l'élève. davantage planifier, beaucoup se nommer les choses. Donc, ça veut dire que les élèves si vous avez bien communiqué ensemble, donc je dois comprendre que les élèves peuvent dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils doivent démontrer et savoir c'est quoi le processus qui est en train de se vivre. Ils sont au courant. Et donc, ils Oui. sont des acteurs en relation avec les enseignants. C'est bien ça que j'entends et que je vois. Et Exact. Si jamais on voulait faire un espèce de résumé avec ce que ouais, Geneviève a dit, Geneviève elle parle de l'importance de l'élève de se comprendre comme apprenant. C'est quoi les mécanismes d'apprentissage? Moi, de mon côté, ce que je dis, c'est qu'en plus de ça, c'est important de créer le climat dans la classe, la relation, pour que l'élève, la fameuse relation, puis le contexte propice à ce que cette progression-là se vive et que l'élève soit capable d'en être conscient. excellent, merci Laurie. Puis effectivement, sans aucune surprise, on s'en va vers Marius parce que tu le dis souvent là, que l'effet enseignant est déterminant. J'ai envie que tu nous dises comment ça influence l'évaluation puis la progression de l'élève. Ben, écoute, c'est tellement une bonne question qu'il faut pratiquement se poser la question, c'est quoi ça, l'effet enseignant? Oui, commence Tu par sais? là, Marius. Non, 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 mais tu sais, on parle de l'effet enseignant, ben, c'est quoi l'effet enseignant? C'est une bonne question à se poser. Puis mon humble avis là-dessus, ben, c'est la capacité d'une personne d'agir sur l'apprentissage des personnes dont elle est responsable. Fait que si je veux agir sur mes 32 élèves, sur mes 17, en français, en maths, peu importe, la responsabilité, c'est d'amener les élèves à apprendre. Quand j'ai commencé à enseigner, un bon prof avait un cahier de notes bien garni. Toutes les dates, tous les événements où j'avais donné une note à mes élèves. Ça voulait dire, hey, Marius a enseigné souvent, a mesuré souvent. Yes. Ce que Laurie vient de signifier, puis ce que Jocelyn va nous aborder peut-être plus tard, c'est le changement. C'est que là, on veut s'assurer que les jeunes apprennent. C'est assez facile de dire il y a de l'enseignement en classe. S'il y a un enseignant, il y aura de l'enseignement. Ce qui n'est pas facile, c'est de s'assurer que les jeunes apprennent. Puis ce qu'on veut garnir dans notre cahier, c'est des traces de tout genre. Je ne parlerai pas nécessairement de ça. Mais ce qu'on documente, c'est le processus et non pas les événements où on mesure, mais c'est le processus. En d'autres mots,
Ça compte à tous les jours que tu te présentes en classe parce qu'on va travailler sur ton devenir. C'est un peu ça le sens. Donc, le lien puis l'effet enseignant. Au début, j'ai partagé mon petit mantra, là, bien humblement. On n'enseigne pas pour faire des bulletins, puis c'est une réalité avec laquelle on doit composer. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. Il y a personne qui va à la formation initiale qui se dit, moi, j'ai hâte de faire des bulletins. Ça fait partie de la tâche. Et puis, toutes les stratégies qu'on est en train d'aborder ensemble, les gens qui ont choisi de se présenter dans le webinaire d'aujourd'hui vont probablement tous se dire, on sait déjà ça. On le fait déjà, ça. Puis j'ai le goût de vous parler du golf très rapidement, OK? Si vous jouez au golf, vous avez 14 bâtons. Tout le monde a un fer 7 dans son sac de golf. Mais c'est pas parce que tu joues au golf que tout le monde frappe son fer 7 de la même façon, avec la même précision. Je contrôle le bâton et la balle me donne une rétroaction sur la qualité de mon élan pédagogique. J'observe la balle, comment elle se comporte. Donc, c'est pas parce qu'on nomme des choses qu'on fait déjà. Il y a des golfeurs qui jouent 150, il y en a qui jouent 72 coups dans une ronde. La différence, c'est pas les bâtons, c'est la qualité de l'impact. La qualité, la position de la balle par rapport à une cible. Alors, l'effet enseignant, pour moi, la base, c'est la relation. Je ne peux pas exiger un effort maximal d'un enfant en m'appuyant sur un code de vie. Quand on fait ça, on le connaît en leadership, on obtient de la résistance, on obtient le minimum d'effort. L'enjeu ici, c'est que si je tente de contrôler les enfants avec l'évaluation ou avec autre ou avec le risque d'une punition, je n'ai jamais accès à leur réelle zone proximale de développement. Et là, toutes les stratégies à fort impact au service de l'apprentissage ont très peu d'impact. Pourquoi? Parce que ma balle de golf est pas dans le milieu de l'allée. Ma balle de golf est dans le foin, est dans l'eau, est dans la fosse de sable. Et là, je peux avoir le meilleur faire 7 sur la planète, la meilleure stratégie pédagogique. J'ai suivi la formation, là. J'ai le meilleur élan, mais l'impact de qualité est presque impossible parce que ma relation est dans la boîte. Vous me suivez? J'adore l'image, Marius. Je fais plein de comparaisons des situations. Puis ce que tu mets, ça illustre à merveille ce genre de réalité-là. Écoute, c'est ça. Donc, tu sais, c'est pour ça que je parle de leadership. Si je laisse de côté des pratiques qui jamais ne vont nous amener des bonnes relations, on peut pas juste dire on arrête certaines choses, il faut le remplacer par quelque chose. Moi, ce que j'ai découvert qui avait le plus d'impact, en tout cas, qui nous donnait les meilleures chances d'obtenir le meilleur des personnes devant nous, c'était de développer son propre leadership, qui est la capacité d'influencer un autre être humain à avoir le goût de passer du temps avec toi, à te montrer qui il est, ce dont il est capable, et peut-être d'avoir de l'ouverture, de recevoir un peu de ton expertise, parce qu'il sait que le regard que tu portes sur lui ou sur elle est bienveillant. Il part d'une place d'amour, de soutien, et non pas de contrôle et d'insécurité. Donc, je vous laisse 3 mots, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. 3 mots qui nous permettent d'aller là. 3 mots qui peuvent peut-être être des phares pour comprendre que même si on les connaît toutes, les stratégies, tout le monde les connaît, c'est facile, elles sont connues, les meilleures pratiques. Il y a 14 bâtons dans les sacs de golf. Tiger Woods, là, il y a les mêmes bâtons que nous autres. C'est quoi la différence? La qualité de l'élan pédagogique. Et le point de départ de ça, c'est la relation. Premier point, authenticité. Question à se poser. L'élève ne le sait pas, mais il se pose probablement la question, est-ce que je compte pour Madame Laurie? Et l'élève doit tirer la conclusion de lui-même que la réponse, c'est oui. Madame Laurie peut lui dire toute la journée, mais c'est l'élève qui doit tirer la conclusion. Ben oui, je pense que je suis important ou mais importante pour Madame Laurie. Donc, l'authenticité, là, la meilleure façon que je peux l'expliquer, là, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, l'authenticité, c'est quand ce que je dis, c'est la vérité. Et quand ce que je dis, je le crois. Tous les élèves peuvent réussir dans ma salle de classe. Je crois en toi. Si ça vient avec la condition, ben, à condition que tu fasses tout ce que je te dis, je te demande, ben, je suis pas authentique, là. Fait que l'authenticité, c'est le point de départ. Est-ce que je compte pour toi? Pour avoir une chance d'avoir accès à la zone proximale de développement. Deuxième, c'est l'intégrité. Ça, c'est gros, l'intégrité. On assoit notre leadership sur l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire qu'on est intégré. Ça veut dire quoi être intégré? Ça veut dire que je suis une personne.
partout où je vais. Comment je parle des élèves, comment je parle à mes élèves, comment je parle à mes collègues, comment je suis à l'épicerie, comment je suis dans le corridor, comment je suis quand on me demande de parler devant le personnel. Je suis une personne. La question aussi, c'est est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que Ouais. tu es prévisible? Mais si l'élève répond oui à je compte pour toi, oui, je peux te faire confiance, mais j'ai déjà 2 sur 3, j'ai une chance qu'il me montre ce dont il est réellement capable. Puis là, la rétroaction vaut la peine. La troisième, c'est la compétence, on s'entend. Es-tu capable de m'aider? Parfois, on se dit, ben oui, t'es bien fin, t'es bien fine, mais le français, pas sûr que tu vas être la personne pour m'aider à progresser en français parce que je t'ai vu aller, là. Une fois qu'on a fait un petit brise-glace, c'est pas trop clair ce qui se passe. Donc, j'hésite à m'embarquer dans ta démarche pédagogique. On va jaser des Canadiens puis du week-end, mais pas certain de la compétence. Vous me suivez? Donc, ça prend de l'intégrité, de l'authenticité puis de la compétence. Ça nous permet de placer notre relation ou la balle de golf dans le centre de l'allée. Et là, on peut commencer à parler de nos bâtons puis de notre élan pédagogique puis des meilleures stratégies. Je pense que ça nous donne une chance d'avancer ensemble pour faire avancer l'éducation. Ben, tu viens d'installer quelque chose à merveille pour que je m'en aille ouvrir la porte à Jocelyn Dagenet sur Yes. la rétroaction, parce que la rétroaction, c'est une occasion extraordinaire de démontrer ta compétence, de démontrer à quel point tu tiens à sa réussite et que tu vas lui fournir quelque chose de pertinent pour l'aider parce que ce jeune-là compte à ce moment-là. Jocelyn Dagenet, ah ouais donc. Il faut que je parle, là. Je suis pas habitué de parler devant des gens, moi. T'étais juste OK. À suivre Marius, en plus, gros soulier à... Mais il a parlé de golf, ça me parlait, là. J'ai écrit dans le chat, là, finalement, quand on va jouer au golf la prochaine fois, je vais penser à ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais pour faire du pouce, avant de parler de rétro, l'authenticité, ça m'a beaucoup parlé, puis ça me faisait penser à ce que je faisais. Ça déstabilise. Les élèves n'étaient pas habitués à avoir ça d'un enseignant. Moi, le premier cours, quand je rencontrais mes élèves, pour qu'ils sentent que je sois vrai puis authentique, je saluais les élèves quand ils rentraient dans la classe, mais après, quand ils étaient tous assis puis ils choisissaient leur place, je prenais le temps de leur donner la main puis de me présenter à eux, puis un échange, de dire salut, moi c'est Jocelyn Dagenet, toi c'est quoi? Et je faisais ça avec chaque élève. Les élèves, là, il y a un malaise qui s'installait, mais tu sais, le rire après faisait comme aïe, aïe, je suis content d'y avoir donné la main. Puis j'ai continué cette pratique-là pendant des années et des années. Puis pour moi, c'était important parce que il y a comme cet espace-là, tu sais, avec l'évaluation. Puis ça me permet de faire de la suite puis parler de rétro aussi. L'évaluation, souvent, il y a comme une espèce de mur entre l'enseignant puis l'élève. Tu sais, on dirait que l'élève n'a pas accès. On dirait que ça y appartient pas. Il ne fait pas partie de cette game-là évaluative. Puis, ben, la rétro, c'est sûr que ça va aider ça, mais à un moment donné, là, si on veut des élèves engagés, si on veut des élèves motivés, faut qu'il n'y ait pas l'impression que moi, je suis tout seul de mon bord à évaluer. On va dire, je vais utiliser le mot évaluer, puis que eux autres, ça leur appartienne pas. Puis, tu sais, Ouais, nos pratiques évaluatives, ça a un impact sur la motivation des élèves. C'est ouais, prouvé, là, que nos façons d'évaluer, puis s'ils ont toujours l'impression que faut que je sois compétent, performant, appelez-les comme vous voulez, une date dans le calendrier, troisième période, 2 heures l'après-midi, puis, je me rappelle plus comment Marius avait dit ça, mais moi, je dis c'est do or die. Tu sais, il faut que tu performes là. On n'est pas dans une game de golf avec ton fire set où là, tu vas frapper, mais l'élève a l'impression que être compétent, c'est c'est être ça. compétent à une date dans le calendrier, puis on n'est pas là-dedans. Marius a parlé de processus continu, puis ça devrait aller là-dedans. Fait que pour rendre les élèves qui fasse partie de la game, puis qui fasse partie de mon équipe. Parce qu'on est une équipe évaluative. On fait ça ensemble. Ça ne m'appartient pas à moi seul, l'enseignant, l'évaluation. Ça appartient à moi, puis dans ma relation avec l'élève. Fait que quand je donne de la rétro, ben, le but, c'est de dire, OK, pour reprendre des analogies de golf à Marius, c'est de dire la pine est là-bas, est à 150 verges. Si tu veux y arriver, je te vois te suggérer ça, ça, ça et ça.
Ben, l'élève, là, puis je pense tout le temps à mes filles, moi, quand ils ont appris à faire du ski, le petit entraîneur, là, à chaque fois qu'il descendait à la piste avec les jambes qui shake, là, le petit entraîneur, là, après chaque descente, il leur donnait de l'information. Il les accompagnait pour leur dire, écoute, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce qui a été moins bien, puis il va y donner de la rétro pour t'aider dans la deuxième descente, puis dans la troisième, puis c'est un peu ça notre job. C'est à chaque fois que l'élève, bon, on n'est pas en ski, on n'est pas au golf, mais il reste qu'à chaque fois qu'on fait des apprentissages, je te donne de la rétroaction pour te pousser vers t'aider à descendre la piste, viser la pine, puis d'être le plus proche de la pine quand on joue au golf. Pour moi, c'est ça la rétroaction. Mais la plus grosse difficulté de notre réalité d'enseignant, même si j'enseigne plus. Puis quand j'enseignais, c'était ça. C'est si la rétro n'est pas planifiée, souvent, elle n'arrive pas. On cherche du temps, puis on n'en a pas assez. Fait que c'est le nerf de la guerre de faut qu'elle soit planifiée, cette rétro-là, avec les tâches qu'on donne aux élèves. Parce que si on ne la planifie pas de comment on va la donner aux élèves, la technologie est là pour nous aider aussi, pour ça. Mais c'est clair dans ma tête que tout cet aspect de rétro-là, ça fait que l'élève fait partie de la game. Ça fait partie de mon effet enseignant aussi, comme Marius a abordé aussi. Puis moi, je pense que ça, c'est un travail collaboratif, puis on travaille ça à deux, moi, puis mon élève, puis mes élèves. Mais ça, c'est difficile parce que des fois, là, au secondaire, je vais parler du secondaire, au primaire, des fois, c'est plus facile parce qu'on passe plus de temps que les enfants. Mais au secondaire, tu sais, hein, quand la cloche sonne, on les revoit le lendemain ou le surlendemain. C'est pas facile, ça. Fait qu'il y a des contraintes selon le niveau où on enseigne. Mais puis c'est pas parce que a-t-il dit qu'il faut donner de la rétro, puis tout ça, c'est comme... Tu sais, je veux dire, on le sait que c'est ça qui marche. Puis pensez, puis moi je dis aux profs souvent, je dis, pensez dans votre vie, là, n'importe comment. Quand vous vous sentez bien, puis vous avez le goût de vous améliorer, tu sais, vous avez des amis qui vous font des commentaires positifs par rapport à quelque chose, tout le kit, c'est de la rétro, ça. Quand vous recevez une bonne rétro, vous dire OK, puis c'est instructif, puis c'est positif, tu as le goût de te dépasser, d'aller vers l'avant. Ouais. Tu as quelqu'un Il y a qui te ça, crie. il y C'est avait ça. notre collègue voyons, Jacques Cool qui nous disait que notre rétroaction doit être USB-C, donc utile, spécifique et cool. Non, le C, c'était Non, quoi le déjà? call n'était pas, c'est lui qui l'a rajouté, mais ça ne marchait pas. Mais US, ben, puis Ah, c'est ça. bienveillante! J'ai oublié de dire le US, B. Puis utile, spécifique et USB, le bienveillante. C, c'est constante. Continue, là, on dit En continue, continu, en constante. constante. C'est Oui, Jean Bélanger qui mais, avait ajouté le C. mais tu as raison, Ben Jocelyn. ouais. Puis autour de nos échanges, on souhaite aussi activer, comment on fait pour que les élèves deviennent autonomes parce qu'il y a beaucoup l'effet de la motivation, de l'engagement, puis on aura une table ronde sur ce sujet-là, mais le fait de leur donner de la rétroaction, ils sentent qu'ils font partie justement de l'équipe, du travail à réaliser, puis ça leur donne un nouveau souffle, des nouveaux outils et moyens pour continuer d'avancer. Mélanie, pour terminer ce bloc sur l'évaluation, comment on peut la faire rimer avec progression. J'ai envie que tu nous rappelles aussi c'est quoi la pratique évaluative. Puis je suis comme l'impression que tu vas attacher le fil que tout le monde a tissé ensemble au travers des échanges Oui. précédents. Oui, quel beau travail d'être celle qui complète ce premier bloc, hein. D'abord, on va revenir, je vais faire un petit pas de recul parce que les différents collègues ont quand même induit une conception d'évaluation qui est d'ailleurs tout à fait pertinente, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc, si on revient là, à la définition de la pratique évaluative, bien, il faut d'abord la situer comme étant une activité professionnelle. Elle est complexe, on le sait bien, elle est finalisée puis elle est interactive et elle comporte différentes dimensions, de l'ordre didactique, pédagogique et institutionnel. Quand on arrive, comme le nomme Anna Navarro, sur la pratique évaluative en elle-même, mais il y a comme il y a différentes dimensions qu'on doit considérer. Et c'est là où c'est intéressant de prendre les propos de mes collègues. Bien, d'abord, l'évaluation, elle s'inscrit dans une culture qui elle-même engendre des tensions. Il y a la culture à l'échelle provinciale et les épreuves ministérielles qui jouent un rôle. Il y a la culture dans mon école, mais il y a surtout le plus important. Moi, comme enseignant, quelle est la conception de l'évaluation que je vais mettre en place qui va motiver
encourager la culture dans ma classe évaluative. Et c'est là où j'attache tous les petits bouts. Parce que ça, la culture, c'est un élément. Mais la deuxième dimension importante, c'est la posture de l'évaluateur. La posture de l'évaluateur qui va être tantôt centrée, comme le dit Jocelyn, sur est-ce que vous laisse de la place à mon élève ou non? Est-ce que c'est un rôle partagé, l'exercice du jugement évaluatif? Si je me tourne, comme Geneviève l'a mentionné de sa façon, et Laurie aussi, sur mon désir plus grand. Tu sais, Marius parlait de l'effet enseignant, mais j'ai envie de dire, bien, qu'est-ce qu'on veut développer du côté de l'élève? Si à long terme, on est au-delà des disciplines, puis on vise l'agentivité, le pouvoir d'agir de l'élève, on veut contribuer chacun à nos différents niveaux, à nos différents ordres, à développer une intentionnalité dans l'activité de l'élève, de manière à ce qu'il puisse de lui-même s'évaluer de façon autonome. Ce que ça veut dire, ça veut dire que nous, tout au long du cursus, il faut habituer nos élèves à s'observer et à observer les autres pour en venir à développer l'auto-évaluation. Donc, je m'auto-évalue et je m'ajuste. Ça, c'est quelque chose de plus grand à travers l'école qui va faire en sorte que lorsqu'on vieillira puis qu'ils seront à l'université, puis on aura des personnes aptes à s'ajuster sans que nécessairement il y ait une grille qui m'oblige à faire ce travail d'introspection. Donc, évidemment, si je prends mon pas de recul, mes différents collègues ont amené une évaluation en aide à l'apprentissage, puis j'ai envie d'ajouter une couche, puis de dire, bien, on est même dans une évaluation continue pour apprendre durablement. Ça, c'est les travaux de Lucie Mottier-Mota-Pez, puis il y a même un article que je vous ai partagé là-dessus, qui amène cette idée. Donc, si on conçoit la pratique évaluative comme étant intégrée à l'enseignement-apprentissage. Si on met en place une culture de classe où l'exercice du jugement est partagé, bien à ce moment-là, le geste évaluatif de l'enseignant, qui a deux dimensions, hein, on ne peut pas les séparer. Il collecte des données et il offre de la rétroaction. Ça, c'est ça la définition du geste évaluatif. Évidemment, ça ne veut pas dire que lorsque je recueille des données en écoutant mes élèves, que je consigne les données que j'ai recueillies. Ce n'est pas nécessaire obligatoirement. Puis ça ne veut pas dire, malheureusement, que j'offre une rétroaction. Puis c'est au cœur d'une évaluation continue pour apprendre durablement, d'offrir des ajustements à des élèves en individuel, à un petit groupe et en grand groupe. Donc, les retours en grand groupe que l'on mène servent à réguler. Et c'est une opportunité qu'on offre à nos élèves de s'ajuster. Donc, moi, j'apprécie beaucoup les propos de mes pairs et il ne faut pas l'oublier. Il faut se situer comme pédagogue. Moi, je me situe où par rapport à la culture évaluative que je me mets en place, nonobstant les différentes tensions que je vais retrouver à différentes échelles. Puis si ça me porte, bien à ce moment-là, oui, il y aura la rétroaction, mais j'ai envie d'ajouter un élément important, une rétroaction sur quoi? Parce que si ce que je vise, c'est développer l'agentivité, le pouvoir d'agir de l'élève, mais je vais volontairement ouvrir les compétences disciplinaires puis offrir de la rétroaction sur la capacité de l'élève à s'auto-évaluer avec outils et sans lui. Donc là, on va voir le cursus du primaire au secondaire jusqu'au collégial et à l'université, toutes les occasions qu'on met en place pour développer cette agentivité-là. Wow! Fait que dans d'autres mots, ça nous prend un mantra pour planifier nos actions, pour réouvrir les éléments disciplinaires. Mais ce que j'entends de l'ensemble d'entre vous, c'est beaucoup la communication à établir qui est bidirectionnelle entre l'enseignant et les élèves pour permettre d'être toujours au même niveau par rapport aux attentes et tout ça. Et c'est comme aider à mettre de côté les frustrations qu'on peut vivre chez des enseignants qui disent, bon, mais les élèves, ils comprennent pas, mais ils viennent pas au récup, ils posent pas de questions. Ouais. C'est vraiment une façon de contrer tous ces obstacles-là qui créent de la frustration dans le milieu de l'éducation. Puis de l'autre côté, des élèves qui se sentent seuls avec les mêmes stratégies, qui ont de la difficulté à se voir arrêter de se débattre avec certaines disciplines ou façons de faire. Fait que, wow, on dirait que ça permet de laisser entrer de la magie, ce que vous venez d'échanger. J'ai envie qu'on s'en aille dans le deuxième bloc où j'ai envie de vous laisser partager des stratégies d'évaluation à privilégier, vraiment pour favoriser l'autonomie des jeunes, l'agentivité, comme Mélanie vient de le dire, c'est parce que les élèves peuvent s'autoréguler, mais il y a aussi une autorégulation des pratiques des enseignants aussi par rapport au niveau des élèves, au niveau de leur comportement. Bref, je vais vous entendre là-dessus pour que
on a des façons de faire qui arrivent. Marius, je sais que tu parles aussi de GPS. Les enseignants deviennent des GPS pour leurs élèves. J'aurais envie de te laisser poursuivre là-dessus. Puis, Ben écoute, ça me fait plaisir. C'est tellement stimulant de vous écouter parler des 14 bâtons dans notre sac puis de voir comment ça peut nous amener plus loin. Je trouve ça fascinant. Merci, merci de faire ça. C'est vraiment le fun. GPS, ça vient de la recherche de Black et William en 2009, je pense, qui a mené à la politique d'évaluation en Ontario. Je viens de l'Ontario, puis c'était un peu comme ça que j'ai grandi. C'est que dans le fond, on a un programme. Il y a une contrainte bien réelle, c'est que ça ne devrait pas être aléatoire, ce que j'apprends en français, quatrième année au Québec. Si je suis à Bécomo, si je suis au Lac-Saint-Jean ou à Rimouski ou à Montréal, il y a des apprentissages qui sont essentiels, qui sont là, tu sais. Donc, la cible, la destination dans le GPS, il y a une destination qui est claire. Il y a certains milieux qui ont un profil de compétence, la gentilité, Mélanie, tu sais. On veut aller au-delà de la connaissance, mais tu vas faire quoi avec ça? Toi, qui tu es, comment tu vas prendre ta place dans la vie? Donc, il y a une destination, mais il n'y a aucun GPS qui peut me dire spécifiquement comment me rendre à destination si je ne lui dis pas où est-ce que je suis présentement. Si moi, je vais aller voir Stéphanie Dionne à Québec et que j'entre Québec et l'adresse à domicile chez Stéphanie, aucun GPS ne peut m'aider tant que je lui dis pas c'est quoi ma position actuelle. Et la première responsabilité de l'enseignant en salle de classe, c'est de savoir où est-ce que je vais amener mes élèves. La deuxième responsabilité, c'est où sont-ils présentement? Où est ma relation présentement? Parce que ma capacité de faire avancer l'élève dépend de ma relation. Il y a un lien, là. Une fois que je sais où est mon élève, je vérifie qu'est-ce qu'ils savent déjà. Je pense que c'est Geneviève qui disait ça tantôt. Qu'est-ce qu'ils savent déjà, ces jeunes-là? On va aller voir ce qu'ils ont à offrir. C'est pas des vases vides. Une fois que je sais où ils sont, la troisième étape dans le processus, c'est de déterminer comment pouvons-nous les amener à faire des progrès constants. Puis là, je regarde dans mon sac de golf, je me dis, OK, qu'est-ce qui va marcher avec un tel? Qu'est-ce qui pourrait l'allumer? On apprend à se connaître, tu sais. Fait qu'il y a comme une cible. Où est l'élève? Et plus je comprends ma pédagogie, plus je comprends ma capacité de faire avancer chacun de mes élèves. Là, le plus grand gain à faire dans tout ce qu'on est en train de faire pour les gens qui participent et qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'il faut penser peut-être à la pyramide d'intervention pédagogique. Les trois paliers de la réponse à l'intervention. Ce que la recherche nous dit, théoriquement, c'est que si j'utilise comme il faut mes bâtons, ben, ça va répondre aux besoins de 80% des enfants. Ça veut dire que la perfection n'est pas de ce monde. Mais John Hattie, ce qu'il nous dit, c'est que dans certaines classes, c'est beaucoup moins que ça. Dans certaines classes, c'est beaucoup plus que ça. On a les mêmes bâtons. Puis ce qui fait varier la chose, c'est pas les élèves, c'est notre façon de les utiliser, nos bâtons. Vous me suivez? Donc, ce que j'ai le goût d'inviter les gens, parce qu'on veut développer l'autonomie, c'est peut-être de communiquer puis d'impliquer l'élève, comme disait Jocelyn tantôt, et Martine avec la gentilité. Si je veux que l'élève soit impliqué dans son apprentissage, parce que je peux pas apprendre à sa place, l'élève doit savoir c'est quoi la destination. Qu'est-ce que je suis censé apprendre? C'est l'élève qui est censé apprendre. On peut dire à l'enseignant, tu dois vérifier si l'élève apprend. Est-ce que l'élève est conscient de ce qu'il est censé apprendre présentement? Est-ce que je peux l'activer en tant qu'évaluateur de sa propre progression? Geneviève nous disait, il faut que l'élève apprenne à apprendre. Donc, si les gens qui nous écoutent présentement ont 32 élèves dans leur classe, vont peut-être nous dire, Marius, je ne peux pas donner de la rétroaction à 32 élèves, je n'ai pas le temps. OK. Parmi les 32 élèves que vous avez présentement, combien d'élèves progressent avec difficulté? 6, 2, 8, 12. Je ne sais pas ce que c'est dans votre classe. Moi, je commencerai avec ces élèves-là. Tantôt, j'ai dit on n'enseigne pas pour faire des bulletins, on enseigne pour les 25 ben, il y a peut-être plus que 20 d'élèves présentement qui progressent avec difficulté. Fait que j'ai dit 25. Et c'est pour ces enfants-là qu'on parle d'évaluation présentement. Les grands négligés. Pas pour les jeunes qui progressent avec facilité ou qui progressent déjà bien. En d'autres mots, on a déjà de l'impact sur eux. Ils ont déjà Donc, appliqué leur fonctionnement efficace, puis ils mettent en action, qui s'autorégulent, puis ça va bien pour eux. Puis on veut pas les négliger. L'invitation, c'est de se poser la question qui ressemble à la question de Jocelyn au début. C'est dans le fond, si je continue à faire ce que je fais présentement dans ma salle de classe, quelle est la probabilité que les élèves qui progressent difficilement se mettent soudainement à progresser avec mes stratégies actuelles? Donc là, je me dis,
je vais souvent au Nouveau-Brunswick, puis à un moment donné, j'attendais mon vol, puis notre vol était retardé, puis on a su éventuellement qu'il a fallu qu'il installe une rampe d'accès. Parce que sur les 38 passagers, il y a une dame à mobilité réduite qui ne pouvait pas accéder à l'avion sans qu'il y ait une rampe, tu sais. Et on a tous emprunté sans exception la rampe pour accéder à l'avion. Puis c'est drôle parce qu'on est assis un à côté de l'autre dans l'avion, moi puis la dame. On a appris à se connaître un petit peu, tu sais. Ce qui est fantastique, c'est que c'est pas parce que les 38 passagers ont emprunté la rampe et qu'il y a juste une personne qui en avait vraiment besoin. C'est, la rampe était encore une adaptation, là. Mais c'était pas une adaptation en plus de. Donc, je me dis, si on peut créer une rampe pédagogique pour nos élèves en pensant à nos 6 dans notre classe, s'il y a seulement mes 6 élèves qui progressent avec difficulté qui revenaient dans ma classe demain matin, qu'est-ce qui changerait dans mes stratégies? Et si les autres élèves pouvaient revenir en classe, est-ce qu'ils pourraient tirer profit de mes nouvelles stratégies? La réponse, habituellement, c'est oui, tu sais. Fait que quand on renverse la pyramide comme ça nous amène à sortir de notre zone de confort un peu. Ça nous amène à revoir notre posture, la qualité des relations qu'on a avec les élèves vers lesquels on est peut-être moins attiré, plus ils vieillissent, faut l'admettre. Mm. Puis je pense que ça peut avancer. Donc, la meilleure prochaine étape que je peux proposer en conclusion, là, c'est si vous êtes capable de mettre à la première personne du singulier en mots que les élèves comprennent le résultat d'apprentissage au début de chacun de vos cours. Ça va être exigeant de faire ça. Fait que si je donne un exemple, si je veux que l'élève soit impliqué, il doit savoir ce qu'il est censé viser. C'est quoi sa job d'élève? Je donne un exemple, OK? Je suis capable d'utiliser mes stratégies de lecture dans le roman de Madame Wenham. Je suis capable d'énoncer une idée principale et l'appuyer avec des idées secondaires. Je suis capable de passer de la forme décimale à la forme fractionnaire. Plutôt que d'écrire page 27, numéro 1 à 4 au tableau, si on écrivait ça c'est la cible. On va faire page 27 ou autre, ou le plan de travail, mais au moins l'élève est engagé dans le GPS. Puis ensemble, on va faire tout ce qu'on peut, ensemble, pour que l'élève avance vers une cible qu'il voit, qu'il connaît, qu'il comprend. Mm. C'est fini. Je suis convaincue que ça va déclencher beaucoup de discussions d'équipe, ce que vous êtes en train de mettre sur la table ce midi. Puis j'ai envie de dire que la puissance de la baguette magique que ça va avoir, c'est vraiment de mettre l'élève au cœur de, puis lui permettre de comprendre le processus dans lequel il évolue. Pas juste des cases de matière disciplinaire dans son horaire qu'il traverse, mais il y a vraiment un itinéraire, un chemin, puis des choses à accomplir et à réussir. Geneviève, pour rester autour justement de l'élève, comment on le rend ou comment on l'aide à être compétent justement dans ses stratégies efficaces et gagnantes pour le rendre capable de progresser? Qu'est-ce que tu proposes? Et je vais prendre la voie d'accès que Marius vient de donner là, sur l'intention au début du cours. Puis moi, j'ai envie de la pousser un petit peu plus loin, c'est qu'est-ce que l'élève doit faire avec son cerveau pendant ce laps de temps-là? Tu sais, OK, la gang, je vais vous parler, vous écouter. Après, tu vas pouvoir parler à ton ami. Il n'aura pas envie de parler. Il va peut-être avoir envie quand même de parler, mais moi, il sait qu'il va écouter, puis après, il va pouvoir s'exprimer. Je vais t'enseigner quelque chose, dis-le dans ta tête. Je vais t'enseigner quelque chose, toi, tu dois prendre des notes. Je vais t'enseigner, tu sais, on parle beaucoup de GPS, puis moi, je dis tout le temps que le GPS, le cerveau d'un enfant, recalcule en cours constamment, surtout au secondaire, hein. Il rentre d'une classe à l'autre et tout, je me place où? OK, je pars. Fait que l'intention va l'aider vraiment beaucoup à replacer son cerveau, mais tu en as parlé aussi, Laurie, tu sais, le rôle de l'élève, c'est quoi son rôle en ce moment dans la classe? Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, j'appelle ça la consigne cognitive. Tu sais, ton cerveau doit se mettre à ce moment-là il doit faire ça en ce moment. Après, on fera autre chose. Fait que ça serait la première là, stratégie que je proposerais. Puis la deuxième, ben, c'est leur enseigner à se poser des questions puis à aller chercher l'information qu'ils savent dans leur tête. Aller, je le dis souvent depuis le début, là, aller apprendre à la classer. Fait on va faire des discussions avec eux, on va provoquer des liens, on va aider les élèves à briser les silos de leurs connaissances puis de leurs compétences puis de les agencer pour qu'ils l'utilisent partout. Fait que d'aller, là, moi, je suis une fervente amatrice de causerie mathématique, là, je pense que ça nous ouvre bien des portes et on va dans la tête des élèves, on vient dénouer des nœuds puis on fait « Oh, là, c'était pas ça que je voulais dire » puis on l'attrape d'un coup
au lieu d'attendre à l'évaluation puis d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, on va l'intercepter. Fait que la discussion avec nos élèves, on les engage, on vient chercher tout l'effet prof, hein, on vient générer de la confiance aussi dans la classe, la culture de la classe aussi. Je suis à l'aise, moi? Est-ce que j'offre un climat où, ben oui, je peux me tromper, puis ça se peut que je dise quelque chose qui n'a aucun rapport, mais ça va peut-être faire du bien à mon collègue d'à côté parce que lui aussi il pensait comme moi, puis il n'est pas tout seul finalement. Fait que moi, j'ai toujours travaillé dans une école de filles, puis j'ai toujours dit, il n'y a aucune question nounoune. Il y a juste des nounounes qui ne posent pas de questions. Puis une question, ça répond à 10 élèves. Fait que, tu sais, il faut le travailler, il faut laisser ce plaisir-là aussi de se tromper. Puis c'est bien correct. Puis on n'est pas tout seul dans nos affaires. Fait que ce serait là les deux choses. Sinon, je suis partie pour la gloire, mais tu sais, vous avez fait le topo, mais je pense que de dire à l'élève quoi faire avec son cerveau, on le dit pas. Et il ne sait pas quoi faire, puis on prend pour acquis qu'il le sait souvent. Oui, on t'est supposé prendre des notes, je suis en train de te parler. OK, mais il prend comment ces notes-là? Qu'est-ce qui est important? Fait que, tu sais, si j'ai l'intention, au moins, je sais vers quoi prendre comme note. Et si je sais qu'on va me parler des personnages, mais je vais prendre des notes sur le personnage. Je ne prendrai pas des notes sur l'univers numérique ou l'univers temporel. Là. Je vais savoir ce que je fais. Fait que je pense que tout ça va nous aider à aider nos élèves à être évalués, parce que c'est ça l'objectif aussi. Puis il faut se rappeler que l'examen, c'est nous qui l'avons fait. Fait qu'on connaît les questions, puis on connaît les réponses. Pas eux. Fait que des fois, il faut se mettre dans leur peau, de dire, moi, je le connais le chemin, mais il faut que je les aide là, à se rendre jusque-là. Fait que voilà, c'était en vrac. J'adore, mais là, tu viens de déclencher un autre pouvoir de la baguette magique, mais c'est de créer une dynamique dans laquelle les jeunes sont ouverts à la discussion et à parler de ce qu'ils sont en train d'apprendre et de vivre. Moi, je rêve de ça, particulièrement dans les écoles secondaires où on sent que il y a une période où c'est sensible, là, ce qu'on Ah pense de oui. nous, là. Donc, ce qu'on va dire, c'est sensible. Donc, quand on vit une frustration parce qu'il n'y a pas beaucoup de mains levées, sac à papier, c'est parce qu'il y a le pouvoir de cette baguette magique-là à lancer et à créer cet espace de discussion. Fait que bravo, Geneviève, d'avoir lancé ça. Euh, Ça va de plus en plus vite ce midi. Euh, j'ai envie de nous lancer sur l'intelligence artificielle. Clairement que on ne peut pas parler d'évaluation. Jocelyn fait signe que c'est le démon. On ne peut pas parler d'évaluation sans considération de la présence de l'intelligence artificielle. J'ai envie de vous entendre, Laurie, t'es prête? C'est quoi les occasions à saisir et qu'est-ce que maintenant ça doit créer comme réflexion, le fait qu'il y a de l'intelligence artificielle? Ben, un peu comme tu sais, je dis toujours que je parle d'IA sans parler d'IA, là. C'est que, tu sais, on développe depuis que le numérique est entré dans les écoles la compétence numérique des élèves. L'IA vient s'intégrer dans cette fameuse compétence numérique-là où est-ce que l'élève a à comprendre comment fonctionne la machine, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça pour que ça l'aide dans ses apprentissages, puis quand c'est pas pertinent aussi de l'utiliser, autant que les élèves que les enseignants, tu sais, la posture face à ça. Je pense que ça peut facilement faire référence à toute la réflexion qu'on a faite avec le fameux iPad, le fameux Chromebook. Ce qui arrive, c'est aussi la différence, en fait, c'est que ce qu'on va donner à l'IA a un impact sur l'éducation de tout ça. Puis, fait que ça, faut être conscient, mais ça revient un peu à comprendre la machine. Puis, ce que je vois passer depuis tantôt, je vous entends, tu sais, puis comme Geneviève, tu dis, on a facilement le réflexe de dire, ben, étudiez ce contenu-là, faites une synthèse, faites une lecture. Mais on n'a jamais dit, tu sais, c'est pas vrai qu'on n'a jamais, mais on prend pas toujours le temps de dire, ben, quand je te dis de lire une page, je m'attends à tel, tel, tel comportement. Ou quand je te dis de remplir cet exercice-là, je m'attends que tu le fasses de cette façon-là. J'ai eu la discussion avec ma fille de 6 ans hier qui avait une page de mathématiques à faire. Elle l'a fait. Mais la moitié des réponses n'étaient pas bonnes. Elle dit, je l'ai fini. Non, tu l'as pas fini. Parce que la moitié des réponses sont pas justes. Elle dit, non, mais je l'ai faite. OK, on va repartir de la base. Faire une page d'exercice, oui, c'est remplir toutes les cases, mais c'est remplir les cases avec la réflexion qui demande de remplir la case. Ici, pourquoi tu as écrit ce chiffre-là? Ben, parce que je pense que c'est ça. Pourquoi tu penses que c'est ça? Ah, je sais pas, là, je l'ai faite, là. Tu sais? Fait que là, je me dis, OK, y a-tu quelqu'un qui a expliqué, au-delà de remplir les fameuses lignes dans son cahier d'exercice, que derrière ça, il y a l'idée d'apprendre de quoi, tu sais? Puis là, pour le lien avec l'IA, c'est que
Tu te dis, ça, tous ces beaux principes-là qu'on dit depuis tantôt, parce qu'on l'a dit, il n'y a personne qui va rien apprendre ce midi, par où je commence? Bien, l'assistant que peut être l'IA peut être un bon départ, de dire, OK, je veux observer mes élèves, là. Depuis le début, on parle des traces, la fameuse triangulation. On veut que les élèves discutent, on veut que les élèves, on veut les observer. Mais par où je pars? Pourquoi ne pas faire une requête complète à l'intelligence artificielle avec ton contexte pour lui demander des pistes? Ce qui va te répondre, c'est peut-être pas exactement ce que tu vas faire, mais ça va au moins partir vers une idée de quelque chose. Après ça, tu peux vouloir aussi préparer des rétroactions à l'avance. J'ai besoin de 4 niveaux de rétroaction pour telle tâche. Est-ce que tu peux me formuler des rétroactions, les donner aux élèves, puis eux autres peuvent les utiliser et les justifier entre eux? Est-ce que la rétroaction que l'IA va générer va être parfaite? Probablement pas. Sauf que toi, tu es toujours le meilleur connaisseur de tes élèves, puis tu es aussi le meilleur détecteur d'IA. Donc, si jamais tu soupçonnes un élève d'avoir fait un travail avec l'IA et que tu n'as pas d'autres traces d'apprentissage, tu es le meilleur détecteur, tu le connais, ton élève, on en parle depuis tantôt. Mais si tu as d'autres traces d'apprentissage, c'est facile de dire à l'élève, écoute, ici, je soupçonne que tu as fait ton travail avec l'intelligence artificielle parce que toutes les autres traces que j'ai me montrent que tu n'as pas progressé à ce niveau-là sur cette compétence-là. Donc, la triangulation est d'autant plus importante à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, c'est mon grain de sel. J'ai le goût Mais d'entendre Jocelyn là-dessus aussi. j'adore. Ben, ça permet d'ouvrir le dialogue avec la connaissance des possibilités de Oui. l'IA. Effectivement, Céline, tu sais, des fois, on peut douter là, des traces d'apprentissage qu'on peut récolter. Non, l'IA n'est pas le démon. C'est le mal. C'est le mal. Hein, j'ai mis, même, tu vois, j'ai mis le mal avec ma petite infographie que je me suis amusé à faire. J'ai dit, je dois arrêter d'utiliser l'IAG avec le personnage de l'exorciste. Tu sais. Ça vous dit un peu comment. Il y a comme toute une. Je sais que Max Pelcha va beaucoup aimer cette image avec toute la connotation qui est cachée en arrière, mais non, non. En fait, je sais que Laurie, elle aime ça m'entendre parce que j'ai attendu longtemps parce que je savais que quand j'allais mettre le pied dans cet outil, dans ces choses-là, c'est comme le pied dans le tordeur. Puis là, ben, c'est comme je dis non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je sais qu'il faut que je m'en occupe, mais j'ai pas le temps. Puis là, ben, un coup que tu pars, c'est fini. Puis là, ben, ma collègue Mélanie, qui est là aussi, pourra rajouter parce que on va travailler ensemble là, sur justement des outils avec des robots en mathématiques parce que c'est ça qu'on va parler de mathématiques. Mais c'est, ça me fait rire, moi, en mathématiques, que présentement, là, on capote un peu intelligence artificielle parce que nous, en maths, on avait des bébelles qui faisaient ça il y a 15, 20 ans. Tu sais, faire résoudre des problèmes beaucoup mieux que ce que l'IAG. Tu sais, il y a 3 ans, là, quand tout ça est parti, là, je me rappelle dans les premières requêtes que j'ai faites, là, on demandait à l'intelligence artificielle qu'est-ce que donne 1 + 1? Elle dit, ben effectivement, ça donne 2. Je dis, non, 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 ça donne 3. Oh oui, excusez-moi, vous avez raison, ça donne effectivement 3. Imaginez tout le chemin qu'on a fait de convaincre l'intelligence artificielle, le chat GPT, en fait, pour ne pas le nommer. Mais oui, on était capable de le convaincre qu'il n'avait pas raison. Imaginez où on est rendu. En lien avec l'évaluation, Laurie l'a abordé. C'est sûr que je suis l'apôtre de la triangulation aussi, de dire que c'est sûr que dans une mentalité, où tu crois que l'élève, pour être évalué, doit répondre dans une étape ou dans un semestre, à 4, 5 évaluations, papier-crayon, seul à son bureau, en silence pendant 1 heure, c'est sûr que ça frappe ton imaginaire de dire, oh, cet outil-là pourrait répondre à mon examen de cette façon-là. Ou si je demande à des enfants d'écrire un texte à la maison, ben là, ça devient que l'élève rentre l'information avec tout ce qu'il veut. Ça lui produit un texte. Je pense qu'au départ, il y a 3 ans, quand on demandait à l'intelligence artificielle de produire un texte avec des contraintes et des informations, on était bien, bien impressionnés de ça. Et je me rappelle très bien d'avoir montré ça à des collègues conseillers pédagogiques et ils faisaient comme OK, mais bon. Parce que là, il y a ce côté-là. Mais nous, en maths, moi, j'étais habitué là, d'avoir un outil qui résout des problèmes. Tu sais, on a eu après Photomath qui est arrivé, qui était quand même assez populaire. On prend une photo d'un problème et il donne la résolution. Tu sais, dans mon domaine en mathématiques, c'est pas surprenant de voir ce qu'on voit. Puis, dans un contexte d'examen aussi, comme je dis, l'élève qui a accès à ça,
Je veux dire, là, la question, ça me fait penser les plus jeunes d'entre nous. Je vais regarder ceux qui ont du blanc dans les cheveux ou peut-être teint. Hein, à une époque on a dit, est-ce qu'on donne à nos élèves des questions qui sont googlables? Hein? Parce qu'il y a eu cette époque-là aussi de dire avant l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, on est dans les mêmes questions. Puis même de l'époque de YouTube, de dire, oh, moi, je me rappelle d'avoir entendu, les élèves n'auront plus besoin d'aller à l'école, ils vont juste écouter des vidéos YouTube. Ils vont pouvoir se faire enseigner. Et ce que je sache, là, il y a encore des écoles, hein, après toutes ces années-là. Fait que, tu sais, il faut toujours mettre en perspective de dire, on regarde l'évolution, l'IAG, elle est là. Puis une image que j'aime, puis je vais vous laisser avec cette image-là, je mets souvent dans mes présentations l'image du film Interstellaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec Matthew McConaughey, puis quand il arrive sur la première planète, il arrive là, 1 heure sur la planète équivaut à 7 ans sur Terre. Fait que demandez-vous, 1 heure d'IAG vaut combien de temps de. Tu sais, là, présentement, on peut y donner des tâches. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine passée, on peut lui dire je veux que tu m'encourages à chaque matin à m'entraîner à 6 heures, puis je veux que tu m'envoies un message positif pour m'encourager à m'entraîner, mettons. On est rendu là. Fait que de dire dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qu'elle fera, je ne le sais pas. Fait qu'aujourd'hui, Mais bref, maintenant, c'est ça. Puis mais après, on verra. Fait que moi, je vis avec mon époque. Je sais que les élèves ont accès à ça. Est-ce que je leur donne accès ou non? Ben, on peut se poser la question aussi, là. Mais dans un contexte où l'évaluation est très traditionnelle, c'est clair qu'on est confronté à ça. ben oui. Si on utilise, comme Laurie l'a dit, la triangulation, ben peut-être on élimine un peu de cet effet-là de le wow de l'IAG. Exact. On va s'en aller dans quelques instants vers Maxime Pelchat. Je veux qu'il puisse nous raconter tout ce qui est passé que j'ai pas eu le temps d'entendre ou de voir dans le clavardage. Mais avant d'y aller, je veux remercier nos invités spéciaux énormément d'avoir accepté de participer à cette première table ronde sur ce sujet crucial de l'évaluation. Et avant d'aller vers Maxime, j'ai envie que vous ouvriez et que vous nous adressiez un mot de la conclusion, de quoi est-ce qu'on doit faire de plus en évaluation dès maintenant? Parce que Jocelyn disait que l'évaluation doit changer maintenant, mais dès maintenant. Votre mot de la fin, je commence par Mélanie. Ça sera pas un mot, ce sera plusieurs. Je dirais, faut penser la finalité avant même de penser la culture évaluative qu'on veut mettre en place parce que c'est tout à fait symétrique. Si vous êtes porté sur le développement de la personne dans sa globalité, nécessairement, ça va encourager un changement dans la culture évaluative que vous allez mettre en place. Ouais, là, vite, Geneviève, J'ai envie de dire, faut pas faire plus, faut faire mieux ou différemment. mieux. Ouais, là, vite. En nous rappelant d'aider les jeunes à se comprendre, Toujours, leur fonctionnement du cerveau, penser à tout toujours, le monde. toujours. Tous Ouais, là, les vite. Marius? Ben, je vous invite à vous faire confiance. Euh, les stratégies, puis la gentilité, puis la finalité dont parle Mélanie, ça demande de faire une place à l'élève. Et ça permet, ces stratégies-là, de responsabiliser les enfants. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de leur enseigner des stratégies comme Geneviève mentionnait pour les responsabiliser. On devient heureux quand on sait qu'on est capable de surmonter, qu'on sait ce qui est dans notre zone de contrôle pour avancer. Donc, je vous souhaite de vous donner la permission d'expérimenter puis de voir l'impact de vos décisions au quotidien. Donc, bon succès avec vos 14 bâtons. On leur souhaite d'être des déclencheurs de fierté chez leurs élèves. Jocelyn. Ouais. Essayez d'avoir le meilleur portrait de vos élèves en les évaluant, tout simplement, puis de trouver les bonnes stratégies pour que vos élèves soient heureux dans votre classe, que l'évaluation soit pas comme un boulet ou une punition, que ça fasse partie du processus comme n'importe quel autre processus, puis que ça soit le fun dans vos cours. I love it. Laurie. Je vais reprendre les mots d'une de mes amies qui est aussi dans la gang de l'évaluation dont vous êtes le héros, Mélanie Boucher, qui dit qu'il faut désacraliser l'évaluation. Donc, le mot a une charge émotive puis une charge de performance très lourd. Je pense que si on change le vocabulaire ou tout ce qu'il y a autour,
que ça peut juste faire partie du Hey, on a un exercice, hey, on a une évaluation. Donc, que ce soit plus un générateur de stress, mais juste une stratégie parmi tant d'autres pour l'enseignant de voir l'élève en est où dans sa progression. Donc, de désacraliser tout ça. Juste ça, ça ferait déjà un beau changement. Amen. Maxime Pelchat, y a-tu eu du feu dans le clavardage? J'ai vu plein de commentaires popper. Comment tu nous résumerais ça? Absolument. Puis je te dirais plusieurs en ont profité pour faire état de réflexion en cours de route. Il y a eu, moi je suis allé abondamment du côté de partage de ressources. D'ailleurs, on a tout rapaillé ça là, dans un document puis qui sera repartagé à toutes les personnes qui étaient inscrites là, par la suite, parce qu'il y a vraiment des ressources très, très, très intéressantes. Euh, je, je retiens un commentaire de René qui, à 11h54, disait déjà. Chez nous, on dit que l'évaluation, c'est plus que le bulletin et la communication aux parents dont on parle abondamment. C'est un processus qui est souvent caché sous l'eau, à l'image de l'iceberg, et qu'il faut connaître et se permettre de discuter en équipe, hein. L'évaluation ne devrait pas être un sujet tabou dans notre école. Ça, j'ai trouvé ça fort intéressant comme réflexion et je remercie René Guérin d'avoir partagé ça. Et un autre élément aussi que j'ai attrapé au vol, c'est qu'on a de la présence comme qui sort de notre contexte québécois. On a de la francophonie canadienne qui est présente. On a de la francophonie même outre-mer aussi et on les salue. Et, et je préciserai aussi le fait j'ai compris qu'il y avait quelques personnes qui venaient aussi de l'enseignement supérieur, donc qui sont au niveau collégial, universitaire, et il y a beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup de dénominateurs communs interordres autour des enjeux de l'évaluation, puis qu'on gagne à échanger ensemble interordres autour de ces enjeux. J'adore. Merci énormément, Maxime, d'avoir été là. Alors, cette première table ronde de leader à l'ère du numérique sera définitivement disponible en rediffusion. Pour ne pas la manquer, suivez le fil d'actualité de l'École branchée. Profitez-en donc pour vous inscrire à l'hebdo à écolebranchée.com/hebdo. Vous allez recevoir la notification par courriel lorsque ce sera disponible. Vous avez aimé les échanges avec nos invités, vous avez des questions pour eux. Je vous invite à les écrire à info@écolebranchée.com parce que ce genre de rencontre-là, ça me donne des idées folles et les idées folles, on aime les transformer en vrais projets. Je rêverais d'avoir un courriel du cœur de leader à l'ère du numérique. Comment, Marius, t'avais appelé ça tantôt? C'était, je me souviens plus comment tu avais appelé ça, un genre de chronique. En tout cas, on s'en souvient pas. Ah, bouillon de poulet Bouillon de pour la poulet salle de pour classe. l'âme. Bouillon de poulet pour le leader à l'ère du numérique. Je rêverais, bref, de partir de vos questions ou de vos situations vécues et de les partager aux invités pour qu'on ait un genre de chronique bouillon de poulet pour les leaders à l'ère du numérique ou courriel du cœur. Bref, écrivez-nous à info@écolebranchée.com. La prochaine table ronde aura lieu le 12 février prochain sur le grand thème l'intelligence artificielle, la nouvelle affaire au service des enseignants. Inscrivez-vous maintenant. Et vous souhaitez créer un mouvement vers des pratiques d'évaluation qui mènent à la progression en tant que leader d'information. L'École branchée a vraiment tout ce qu'il vous faut pour alimenter vos réflexions pédagogiques. Donc, que vous soyez direction, enseignant, leader, conseiller pédagogique, gestionnaire, on vous invite à prendre rendez-vous avec nous pour nous parler de vos enjeux, de vos besoins. Et ça va nous faire plaisir de vous présenter toutes les ressources qu'on a pour vous en vous offrant même un accès à l'ensemble de nos services pendant une période limitée. Donc, prenez rendez-vous avec nous ou encore une fois, écrivez-nous à info@écolebranchée.com. Merci énormément pour votre présence, puis on se donne rendez-vous le 12 février prochain. Merci à tout le monde. Bonne journée, à la prochaine.